Bienvenue dans À la hauteur, le podcast dédié à la communauté des âmes exigeantes, surtout avec elles-mêmes. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te parler des 3 messages cachés de ton syndrome de l'imposteur. Quelque part, c'est l'occasion de parler aussi du côté positif de son syndrome de l'imposteur. Si, je te promets, il y en a. Et je te parle pas du fait que ça te permet de travailler beaucoup plus parce que tu n'as pas assez confiance en toi et blablabla. Blablabla. Ça, c'est pas du tout un côté positif, mais j'aurai l'occasion de revenir sur ça dans des podcasts ultérieurement. Euh, Sans plus attendre, donc ces 3 messages cachés. Le tout premier, et peut-être que celui-ci est le plus évident, c'est tu fais fausse route. Alors attention, quand je dis tu fais fausse route, il y a 2 choses. Ça peut être 2 choses différentes. La première, la plus évidente, et ça s'applique à certaines personnes d'entre vous qui sont en train d'écouter ce podcast, mais pas à toutes, c'est tu n'es pas au bon endroit. C'est assez clair, je pense, et ça peut vouloir dire très concrètement, par exemple, que tu es dans un travail qui n'est pas pour toi, où tu n'as pas l'occasion d'exprimer qui tu es de la manière optimale dans tes qualités et tes valeurs. Et donc, ce syndrome de l'imposteur, il vient te signaler que peut-être tu devrais reconsidérer l'endroit où tu mets ton énergie et où tu passes ta vie. Donc, c'est là où c'est important, quand on ressent ce sentiment ou qu'on a cette intuition du tu fais fausse route, d'être accompagné pour réfléchir à ça, parce que ça peut être un choix compliqué et difficile de tout remettre en question. Et dans les personnes qui viennent à moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui avaient déjà fait plusieurs fois cette transition de se dire je ne suis pas au bon endroit, je change. Et en fait, elles s'étaient trompées sur le message que leur envoyait leur syndrome de l'imposteur. Et ce n'était pas tu n'es pas au bon endroit. En fait, c'était le deuxième du tu fais fausse route qui est tu ne te montres pas tel que tu es. Parce qu'en fait, sur le tu fais fausse route, il faut imaginer que on traverse notre vie comme sur un chemin et qu'il y a plein de manières de faire, il y a plein de chemins différents et peut-être que tu es sur le bon chemin, que tu fais vraiment ce pourquoi tu es fait. Mais par contre, peut-être que tu es en train de marcher à la manière des soldats, par exemple, d'une manière très rigide, et qu'en fait, la manière pour toi d'être tel que tu es, de donner le maximum de toi-même et de te sentir bien, bah, ce serait de faire ce chemin en dansant, par exemple, ou en courant, et que là, tu t'es imposé une façon de fonctionner qui, en fait, tu ne le revois pas parce que ça te paraît évident que c'est comme ça qu'il faudrait être, mais qu'en réalité, cette manière de fonctionner ne rend pas hommage à ce que tu es, ce que tu as envie de vivre, ce que tu es capable de faire. Donc, il y a une distinction importante à faire dans ce premier message qui est tu fais fausse route, soit ne pas être au bon endroit, soit être au bon endroit mais pas de la bonne manière. Le deuxième message, et c'est peut-être le plus important, et il est très simple, et il concerne, je pense, toutes les personnes qui ont un syndrome d'imposteur et énormément de gens qui n'ont pas de syndrome d'imposteur, c'est tu ne t'aimes pas assez. Alors, je tends déjà ton syndrome d'imposteur qui est en train de me parler de prétention, de manque de modestie, gna gna gna, et voilà, laisse-le parler. Je peux te le dire, on vit dans une société où s'aimer, c'est pas quelque chose qu'on apprend, et pourtant, ça rendrait les choses et les relations tellement plus simples si chacun travaillait sur ça. Et en fait, quand on a un syndrome de l'imposteur, on a une problématique d'estime de soi, et dans l'estime de soi, il y a l'amour de soi qui est très importante. Parmi les personnes que j'accompagne, il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle une estime de soi haute et instable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces personnes ont confiance dans leur capacité à faire des choses, généralement, pas forcément tout le temps, mais généralement. Mais ce qui se passe, et elles donnent l'impression d'avoir confiance en elles, et dès qu'elles sont un peu challengées, qu'elles sont dans des situations de défi ou de concurrence, elles peuvent devenir agressives, manifester du stress et remettre en question les autres et ne pas agir d'une manière qui est saine. Saine, j'entends par sain le fait d'être bien dans sa peau et d'être bien avec les autres. Donc voilà, et ces personnes, souvent, c'est une problématique d'estime de soi et donc d'amour de soi, puisqu'ils ont une estime d'elles-mêmes qui est un peu branlante, si on peut dire, instable. Alors, si tu fais partie des gens qui ont une estime de soi plutôt basse, je pense que tu ne t'aimes pas assez, tu vois tout à fait de quoi je parle, mais je faisais cette précision pour les personnes qui
donnent l'impression, qui savent qu'elles donnent l'impression d'avoir confiance en elles, mais pour qui en réalité c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, tu ne t'aimes pas assez. Et ça s'apprend aussi de s'aimer, c'est pas évident parce que notre culture judéo-chrétienne a tendance un peu à juger ça, alors que quelle que soit la religion et même la religion chrétienne, le fond du message en général est de dire accepte-toi tel que tu es parfait, parce que tu es un morceau de Dieu, un morceau de la vie, un morceau de l'univers, et que quelque part tout est parfait. Le troisième message, et peut-être que tu en as conscience, mais je n'en suis pas sûre. La plupart des personnes que j'ai rencontrées qui avaient un syndrome de l'imposteur, non toutes en fait, ce syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qu'il venait dire ? C'est tu as envie d'accomplir de grandes choses. Alors on est d'accord que grandes choses, ça veut rien dire, parce que de grandes choses, ça peut être j'ai envie de changer de métier, de faire un métier dans lequel je m'épanouis et d'être heureux. Et pour certains, ça va être une grande chose. Et pour d'autres, ça va être je veux avoir un impact important sur le monde. Ou alors je veux être millionnaire, ou alors je veux être président. Je vais sur des extrêmes, mais c'est pour te montrer qu'effectivement, de grandes choses, c'est très relatif. Mais en fait, de grandes choses, c'est en comparaison avec qui tu penses être et la valeur que tu te donnes. Et quand ta valeur de toi-même grandit, ces grandes choses-là paraissent moins grandes finalement, et très souvent, pour des personnes qui ont un syndrome de l'imposteur, ces grandes choses grandissent avec soi. C'est-à-dire que, en fait, on a souvent des ambitions qui se permettent de grandir quand on grandit soi-même, et c'est formidable parce que ça nous pousse à aller toujours plus loin et à vivre toujours plus fort. Mais dans un premier temps, quand on n'a pas réglé son souci de syndrome de l'imposteur, ce que ça crée surtout, c'est l'impression qu'on a des attentes qu'on n'est pas en capacité de remplir. Et effectivement, il y a une part des attentes qu'on a quand on a un syndrome d'imposteur qui sont fantasmées et qui existent de telle manière qu'elles ne peuvent pas être... comment dire ? Qui existent d'une telle manière qu'elles ne peuvent pas être accomplies rapidement ou directement ou pas de la manière dont on est en train de le fantasmer. Donc c'est à revoir pour se permettre d'avoir des attentes qui restent ambitieuses pour soi parce que c'est important, mais qui restent quand même réalisables pour pas se mettre en situation d'échec systématique. Et donc ce que je voudrais te dire, c'est que donc ton syndrome de l'imposteur, c'est comme un signal d'alarme. C'est vraiment une chance de l'avoir. Est-ce que c'est risqué pour toi de commencer à avoir de la gratitude pour ton syndrome de l'imposteur et pour ce qu'il essaie de te dire ? Non, je te rassure, parce que ce serait comme de se dire si j'ignore le signal d'alarme, il va s'éteindre tout seul et il va disparaître. De regarder ce que ton syndrome de l'imposteur a à te dire ne va pas le renforcer, ne va pas le faire s'installer plus fort, au contraire. Je vais te raconter une petite histoire et moi je pense que ça fait un parallèle intéressant pour comprendre ce qui se passe. Pendant mes études, les week-ends, pour vivre, pour survivre financièrement, j'ai dû travailler comme veilleuse de nuit dans l'hôtellerie. Et donc je me suis retrouvée la seule personne responsable de tout ce grand bâtiment de plus de 10 étages, avec plein de gens qui dormaient. Et une des toutes premières choses qu'on t'apprend quand tu deviens veilleur de nuit, c'est comment fonctionne l'alarme incendie. Pourquoi ? Parce que, imagine, si on ne t'apprenait pas comment ça marchait, la première fois qu'elle se déclenche, imaginons il est 4h du matin, l'alarme se met en route. Tu sais ce que ça fait, un signal d'alarme incendie, c'est assez fort, ça crée un stress tout de suite. D'un coup, ton téléphone de réception sonne sans arrêt dès que tu décroches. T'as un client qui est en panique, qui te demande si c'est normal, si c'est un test, si tout va bien. Tu raccroches, t'en as un autre qui te demande la même chose, ça n'arrête pas. Tu sais plus quoi faire, en fait t'es en stress, t'es en panique, et en plus au bout d'un moment, si tu réagis pas, ça risque d'appeler, les pompiers vont arriver parce que l'alarme n'a pas été désactivée. Donc t'es en pleine panique et tu sais pas comment gérer ça, et en plus tu t'en doutes, ça crée un désagrément pour les clients, et puis surtout risque d'y avoir des graves problèmes si effectivement il y a un incendie qui est en cours. Donc c'est important de savoir gérer cette alarme incendie. Et donc
Je me souviens de moi, toute jeune, à me retrouver le premier jour de mon job devant l'alarme incendie, un gros boîtier qui fait la moitié de ma taille et 2 fois la largeur, et qui, quand tu l'ouvres, nécessite de faire un code, et où ensuite tu as plein de boutons avec des LED et plein de trucs partout, et tu te dis waouh, va falloir se souvenir de tout ça et ne pas paniquer devant tous ces boutons le jour où il y a un problème. Et c'est pas évident. Et donc c'est quelque chose où on revient régulièrement, en général on te le montre plusieurs fois, Voilà, parce qu'il faut que le jour où tu en as besoin, tu puisses gérer ce truc-là. Mais en fait, ton syndrome de l'imposteur, c'est la même chose. T'as un signal d'alarme qui est en train de sonner, et ça crée du stress, ça crée de la panique. Et en fait, si tu sais te servir de cette alarme, elle devient bénéfique. Si juste c'est juste un bruit parmi le reste qui crée du stress et qui crée de la confusion, bah là effectivement c'est une souffrance supplémentaire en plus du fait que potentiellement il y a un incendie. Donc chez toi, il faut que tu apprennes à gérer ce sentiment de malaise que crée le syndrome de l'imposteur pour en faire quelque chose d'utile pour toi. Et comment on fait ça ? Ben déjà, il faut aller repérer où est le système central de ton boîtier d'alarme, l'ouvrir, faire le code, et après regarder où il indique qu'il y a un problème. Donc ça demande à ce que tu acceptes de regarder ce qu'est en train de te dire ton syndrome de l'imposteur, au-delà de toutes ces phrases qu'il te dit sans arrêt, de dénigrement, de je ne vais pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur. Ça c'est l'alarme, ok ? Donc ça, tu sais que c'est pas l'alarme, faut pas s'arrêter, s'asseoir sur une chaise et écouter l'alarme pour savoir ce qu'elle a à nous dire. Non, quelque part il y a un boîtier, peut-être que tu l'as pas encore vu chez toi, mais il y a un boîtier avec des boutons qui sont allumés, qui te montrent exactement à quel étage, à quel endroit il y a un départ d'incendie, ou est-ce que quelqu'un a appuyé sur le bouton, ou encore est-ce que c'est un dysfonctionnement et qu'en réalité tout va bien. Tant que tu n'as pas été à ce boîtier pour regarder d'où vient le problème, ben t'as juste l'alarme qui sonne et tu sais pas quoi en faire. Donc se poser, moi je te recommande vivement de te faire accompagner pour ça, parce que dans la panique de l'alarme, en général, on a beaucoup de mal à réfléchir, à chercher où se trouve le boîtier, surtout si on l'a jamais repéré avant. Si tu as une idée, que tu as commencé à travailler sur toi, avec quelqu'un, avec un psy ou en développement personnel, tu as peut-être repéré comment fonctionne ce boîtier. Et en fait, ce boîtier, c'est tes pensées, c'est les croyances que tu as intégrées. Et là où ça clignote, c'est très souvent les croyances que tu as intégrées, les injonctions que tu as à l'intérieur de toi, et qui font que l'alarme est en route. Ce sont les signaux qui vont nous permettre de savoir ce qu'il faut revoir pour permettre d'éteindre l'alarme. Et éteindre l'incendie s'il y en a un, évidemment. Donc voilà, j'espère que cette petite métaphore t'aura aidé à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi et de te convaincre de regarder pleinement ce qui t'arrive, d'écouter ce que ce syndrome de l'imposteur a à te dire, pourquoi l'alarme s'est mise en route. Et si t'as envie qu'on échange sur ça, moi c'est avec plaisir. Je prends toujours du temps toutes les semaines pour échanger avec des personnes qui ont besoin de parler de ce qui leur arrive. Et à la fin de cet appel, qu'on travaille ensemble ou pas, il n'y a pas de souci. Tu repars avec des infos sur toi-même et peut-être que tu commences à repérer un petit peu comment tu fonctionnes. Et si ça t'a aidé, moi j'en suis vraiment ravie. Donc n'hésite pas à aller sur syndromeimposteur.fr. Dans Contact, tu peux prendre directement rendez-vous avec moi et c'est gratuit. Je suis vraiment sympa. Et donc si tu as aimé cet épisode de podcast, je serais vraiment reconnaissante si tu as accepté de mettre ton avis sur les différentes plateformes, Apple Podcast, machin, truc, je vais pas toutes les citer, je sais pas d'où tu regardes cet épisode, tu écoutes cet épisode. Et donc je vais te laisser sur ça et je vais te souhaiter de prendre soin de toi avec bienveillance et courage. À bientôt!